Bonsoir à tous, bienvenue à Alliance Éco numéro 39. Nous sommes le 9 juillet et je suis très très heureux de vous retrouver ce soir pour un nouveau numéro de Alliance Éco. Alors sans plus tarder, de quoi allons-nous parler? Eh bien, je vais tout de suite passer à la dia suivante. On va expliquer pourquoi l'or et les pierres précieuses vont continuer à devenir de plus en plus chers sur les années à venir. Et curieusement, même si je vous donne ce titre-là, je ne vais pas du tout parler d'or et de pierres précieuses. Alors, vous allez me dire comment c'est possible, puisque je suis en train de dire que on va parler d'or et des pierres précieuses. Oui, d'accord. Mais l'or et les pierres précieuses vont devenir de plus en plus chers en tant que conséquence d'un fait dont je vais vous parler. Et quel est ce fait? Eh bien, c'est très simple, ça s'appelle le mur de la dette des États-Unis. Pourquoi est-ce que la dette des États-Unis est tellement importante par rapport au prix de l'or et des pierres précieuses? Mais tout simplement parce que les États-Unis, c'est la première économie du monde et surtout le dollar, c'est-à-dire la monnaie nationale des États-Unis, est la monnaie de réserve de l'ensemble de la Terre jusqu'à présent, puisque encore maintenant, 58% du commerce international se paye en dollars. Je vous signale que en 2009, c'était 85%, donc c'est une dégringolade du dollar, mais 58%, ça représente encore quand même pas mal. Et dans le cadre de la gestion de ce dette des États-Unis, je vous présente dans un ring de boxe deux contestataires ou deux combattants. Je nomme à gauche Monsieur Jérôme Powell, président, directeur, gouverneur de la Federal Reserve, c'est-à-dire la Banque centrale américaine, qui curieusement est une banque qui n'appartient pas à l'État. C'est une banque des Rothschild, c'est une banque privée. Et cette banque privée a statutairement, et ça a été confirmé, je crois, en 1943 ou 33, je ne sais plus, 33, que cette, non, 1913, c'est ça, 1913, eh bien, ça a été confirmé que cette banque privée a le droit de gérer les finances des États-Unis. C'est un peu curieux parce que chez nous, la Banque de France est une institution étatique, la Banque nationale de Belgique, c'est une institution étatique de la Belgique, toutes les banques nationales en Europe sont des institutions étatiques. Ben non, aux États-Unis, c'est une banque privée. Bon. Et donc, à la tête de cette banque privée, il y a un grand patron qui s'appelle Jérôme Powell, qui fait la sourde oreille aux demandes de deuxième combattant sur le ring. J'ai nommé Mr. President Donald Trump himself, que vous voyez à droite sur cet écran, avec une tête très renfrognée. Pourquoi? Parce qu'il est vraiment, vraiment pas content par rapport à Monsieur Jérôme Powell. C'est dire pour ça que Trump l'appelle Monsieur trop tard. Mais d'après lui, Monsieur Trump, Powell fait toujours tout trop tard. Et pourquoi est-ce que Trump est tellement en fureur contre Monsieur Powell? Eh bien, tout simplement parce que cette année-ci, il y a quelque chose de crucial qui est en train de se passer, à savoir le refinancement d'une énorme partie de la dette des États-Unis. Et vous savez bien qu'aujourd'hui, à cause de l'inflation, les taux d'intérêt sont en train de monter. Et ce que M. Trump voudrait bien éviter, c'est de payer trop d'intérêts, ou du moins de faire payer trop d'intérêts aux contribuables américains. D'autant plus que si les contribuables doivent payer beaucoup plus d'intérêts que précédemment, eh bien, ça va faire diminuer leurs revenus. Et lui, il a promis électoralement qu'il allait faire monter les revenus des ménages américains. Donc, il n'est pas du tout content que les taux d'intérêt aux États-Unis soient assez hauts. Donc voilà, le décor est planté. On a deux combattants très pugnaces, l'un Powell, l'autre chose, et qui sont en train de se casser la gueule. Et bien évidemment, plus ils se cassent la gueule entre eux, plus le monde regarde avec effarement et se dit est-ce qu'on peut encore faire confiance aux États-Unis dans la gestion de leur dette à partir du moment où on a les deux protagonistes les plus importants qui sont en train de se péter la figure. Bon, donc voilà la question qui est posée, et c'est pour ça que aujourd'hui il y a énormément de gens et de pays qui vont déjà affluer vers l'or et qui affluent déjà vers l'or. Ça fait monter le prix parce que la demande monte. Donc vous comprenez que je suis déjà vraiment en lien avec le titre pourquoi l'or et les pierres précieuses vont continuer à monter.
Bon. Alors maintenant, parlons un peu de ce mur de la dette et comment. Donc, je vais beaucoup parler de la dette ce soir, hein, d'accord? Donc, comment évolue cette dette? Eh bien, quelques informations à propos de la dette. D'abord, vous voyez ici une longue liste de chiffres. Vous voyez que la dette en 2000 était de 5,77 trillions, c'est-à-dire 5 770 milliards de dollars. Et aujourd'hui, on est exactement à 6 fois plus. Hein, voilà. Donc, en 25 ans, la dette a pulvérisé les records, 6 fois plus. On est à 36, ou 36 220 milliards de dollars. C'est pas rien. Bon. Et qu'est-ce que l'on constate aussi? Eh bien, c'est que en termes de pourcentage du produit intérieur brut, en 2000, ça représentait 57%, donc un peu plus de la moitié du produit intérieur brut. Et à partir de l'année 2020, Covid oblige, eh bien, c'est passé brutalement à 123,7% du PIB. Et que ce que vous constatez aussi, c'est que monsieur comment il s'appelle, le président fou là, Biden, hein, monsieur qui tombait tout le temps dans les marches des escaliers, eh bien, entre 2020 et 2024, qui était son mandat, eh bien, la dette a augmenté de 123,7 à 124,3, c'est-à-dire 0,6% du PIB en plus, mais ça représente quand même, hein, quand même que une dizaine de milliards de, pardon, 10 000 milliards de dollars en plus approximativement. Bon. Alors, depuis que Trump est au pouvoir, que ce qu'on constate, c'est que la dette augmente, mais le pourcentage de la dette par rapport au produit intérieur brut est en train de diminuer. Pourquoi? Parce qu'avec son coût des tarifs, là, des trucs douaniers, des charges douanières, il fait rentrer beaucoup, beaucoup d'argent et à cause de la baisse des impôts des entreprises, il tente de faire redémarrer l'économie. Alors, ça part, mais ça ne monte pas aussi vite qu'il aimerait. Et ça le rend furax aussi, l'ami Trump. Hein. Bon, d'accord, ça monte pas aussi vite qu'on le pourrait. Et malheureusement, comme il a diminué les impôts des entreprises, il a diminué les impôts des privés. Et entre-temps, même s'il a réussi à épargner pas mal de centaines de milliards de dépenses de l'État, c'est pas suffisant. Et donc, par conséquent, la dette continue à grimper. Aujourd'hui, tenez-vous bien, la dette des États-Unis augmente de 1 000 milliards tous les 100 jours, soit 10 milliards de dollars chaque jour. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'énormité de ce que ça représente. Donc, c'est tout à fait gérable si le produit intérieur brut augmente énormément, mais c'est ça le problème, c'est que le produit intérieur brut, il augmente, mais la croissance américaine, qui était prévue de 3%, elle est en train de baisser. La croissance diminue quand même. Le taux de chômage est en train de réaugmenter, même si on a, comment dirais-je, créé 147 000 emplois rien qu'au mois de juin de cette année-ci aux États-Unis. Mais voilà, tout n'est pas totalement rose et c'est une des raisons pour lesquelles Trump est fou furieux contre Monsieur Powell, parce qu'il se dit, si Powell avait baissé les taux directeurs de la Fed de 4,75%, où c'est à peu près aujourd'hui, vers 3%, eh bien, ça aurait donné un boost phénoménal à l'économie américaine, qui, je le rappelle, est beaucoup plus endetté que nous, puisque les Américains dépensent à peu près 98 à 99% de l'argent qu'ils gagnent, s'ils consomment 98 à 99% de l'argent qu'ils gagnent, alors que le Français moyen ne consomme que 83% et met 17 à 18% de son revenu de côté pour sa retraite, pour etc. Donc on est en Europe, on est un petit peu des fourmis et aux États-Unis, c'est plutôt des cigales. Bon. Donc, voilà le tableau de la dette des États-Unis en chiffres absolus. Alors, continuons. Là, ce qui est bien aux États-Unis, c'est que vous avez toutes les informations comme vous le voulez. C'est pas du tout le cas en France, c'est beaucoup plus opaque. Aux États-Unis, il suffit d'aller dans Fiscal Data, donc vous voyez les sources là, Fiscal Data en bas à droite, et vous retrouvez tous les mois un état de la dette américaine. Alors, qu'est-ce que vous constatez dans cette dette? Eh bien, c'est que j'ai entouré de rouge là
eh bien, c'est que la dette qu'ils appellent marketable, ça veut dire la dette que l'on peut vendre sur le marché à des entreprises, à des banques, à des fonds de pension, à toutes sortes de gens, eh bien, ça représente 28 588 milliards de dollars. Et il y a une portion de la dette qui est non marketable, c'est-à-dire qui n'est pas mise sur le marché parce que automatiquement achetée par des parastatales et des États, parmi les 51 États des États-Unis, pour un total de 7 627 milliards de dollars. Voilà. Donc, quand on parle maintenant, quand je vais parler de pourcentage, je parle de pourcentage de la dette totale, donc 36 000 milliards, et non pas du pourcentage de la dette entourée de rouge, 28 000 milliards, et des poussières. Alors, sachez que 25% de ces 36 000 milliards, c'est-à-dire 9 trilliards, 9 000 milliards de cette dette doivent être refinancés en juillet et en août 2025. Et c'est le gros problème entre Trump et Powell aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire refinancer? Je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais pour les personnes qui m'écouteraient pour la première fois, il faut savoir que la dette américaine, enfin tous les pays, ne remboursent jamais leur dette. Ils font de la dette et quand la dette arrive à échéance, eh bien, ils créent une nouvelle dette qui rembourse la précédente. Donc, c'est un peu pour vous faire, pour vous indiquer comment ça se passerait. Imaginez que vous achetez une voiture, vous avez un contrat de financement de votre voiture. Ce contrat dit que vous devez rembourser votre voiture en 3 ans. Donc, au bout de 3 ans, eh bien, votre voiture, elle est payée. Mais imaginons qu'elle soit totalement usée. Ben, vous allez refaire une nouvelle dette pour la voiture. Et comment est-ce que vous allez faire? Ben, vous allez d'abord oui, en fait, ma métaphore n'est pas bonne parce que vous avez remboursé la dette, bien évidemment. Excusez-moi. Donc, imaginons que vous ne remboursiez pas votre dette, mais que la voiture, elle peut être payée sur 6 ans. Eh bien, au bout de 3 ans, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez une nouvelle dette pour rembourser celle des 3 ans précédentes et vous continuez comme ça jusqu'à la fin de la vie de votre voiture. C'est à peu près ça. Donc, il faut comprendre que les États ne remboursent pas la dette, ils ne payent que les intérêts. Et donc, ce qui est important pour eux, et pour tous les États, c'est évidemment de diminuer la charge des intérêts le plus possible, de façon à pouvoir continuer à dépenser l'argent des contribuables et de ce qu'ils reçoivent à des fins plus intéressantes. Bien. Donc, 9 000 milliards de cette dette doivent être refinancés, soit à peu près 25% de la dette totale. C'est colossal, un quart. Bon. Et sur la totalité de l'année 2025, donc après juillet et août, c'est encore 2,5 trilliards de plus, donc 2500 milliards de dettes qui se rajoutent aux 9 000 milliards déjà cités pour arriver à la fin de la fin. Donc ça veut dire que c'est littéralement 30% de la dette américaine qui doit être complètement refinancée cette année-ci. Or, quel était le taux d'intérêt auquel la dette américaine était financée jusqu'à présent, puisqu'il y avait des maturités extrêmement différentes. J'ai trouvé sur Fiscal Data la maturité de tous les bonds, les bills, les notes, les bonds, etc. etc. C'est une liste, je crois qu'il y a 28 pages, donc c'est énorme. On va parler des types de dettes qu'il y a tout de suite. Et donc, c'est clair que la moyenne des taux d'intérêt oscillait entre 1 et 1,25 aujourd'hui. Enfin, pardon, 1 à 1,25, ce qui arrive à maturité, et ça doit être remplacé par des taux qui vont aller vers du 4, voire du 5%. Alors, vous imaginez un peu ce que ça représente, une différence de 3% sur 9 000 milliards de dollars. C'est absolument colossal comme différence. On parle de 1000 milliards d'intérêts que les États-Unis vont devoir payer en plus que ce qu'ils payaient sur les anciennes dettes. Donc, à 1000 milliards, ça se trouve pas sous le sabot d'un cheval. Donc, vous comprenez la difficulté de toute cette opération. Alors, examinons un peu ce que c'est que, comment la dette US elle est financée. Eh bien, il y a 3 types, en fait, il y a 4 types d'obligations. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'une obligation,
Une obligation, c'est un papier qui vient évidemment de l'État et qui dit, voilà, je vous vends ce papier 1000 $ et je vous le revends au moment où le papier dit que ça va être remboursé. Ça peut être remboursé à 3 mois, 6 mois, 9 mois, 1 an, 2 ans, 10 ans, 30 ans, voilà. Donc, imaginons 10 ans, parce que c'est ce qu'il y a de plus. D'ailleurs, on va revenir à ici. Vous voyez ici que les notes, ce sont des titres qui ont des maturités de 1 à 10 ans. Eh ben, les notes représentent à eux tout seuls une fois et demie tout le reste. Bon, donc ça, c'est pour vous dire que les obligations à 10 ans, c'est les plus achetées au monde, les plus courues au monde. Eh bien, ces obligations donc ont une valeur de 1000 $, disons, et à l'échéance de l'obligation, au terme de l'emprunt, eh bien, vous toucherez toujours 1000 $. Et entre-temps, chaque année, vous touchez des intérêts tels que spécifiés sur le papier. Donc ça, c'est une obligation. Une obligation, c'est donc la reconnaissance d'une dette. Ça n'a rien à voir avec un titre de propriété qui est une action. D'accord? Et on n'a pas d'action de l'État. Évidemment, on n'a que des obligations d'État. Bon. Donc, vous avez 4 types d'obligations. Des obligations, ce qu'on appelle à maturité de moins d'un an. Donc, ça veut dire que l'échéance de la dette est relativement proche. C'est 3 mois, 6 mois, 9 mois, 11 mois, 1 an. On a les notes, c'est-à-dire les treasury notes, les notes du trésor, qui sont des maturités allant de 1 à 10 ans. Donc, 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans. Et vous avez aussi les obligations, c'est juste des termes, mais c'est toujours c'est de la dette évidemment. On dit des obligations lorsqu'on parle de papiers qui ont des maturités à 10 jusqu'à 30 ans, d'accord. Et puis vous avez aussi des TIPS, c'est-à-dire des Treasury Inflation Protected Securities, ça veut dire des titres protégés contre l'inflation qui évoluent dont le taux d'intérêt évolue avec l'inflation, mais c'est relativement faible aux États-Unis. On va remonter là, que ce qu'on voit en TIPS, on a ici Treasury Inflation Protected, ça fait 2049 milliards. Bon, ça fait un peu moins de 10%, ça fait à peu près 8% de la totalité. En France, on est pratiquement à 20% d'obligations indexées sur l'inflation, et comme l'inflation est relativement haute, ben, on paye beaucoup. C'est pour ça que la Banque de France et toutes les banques nationales trichent totalement sur l'inflation réelle. Hein. Vous entendez partout, ben, l'inflation a été jugulée, on n'a plus que 2% d'inflation. C'est évidemment du pipeau total, mais c'est pour éviter de payer des intérêts monstrueux sur ce type d'obligations qui se chiffrent en milliards et qui évidemment vont coûter très très cher aux contribuables. Bon, donc ça c'est pour les types de dette, de financement de la dette. La question qu'il faut se poser maintenant, c'est qui achète tout ça? Bon, eh bien, à peu près 50% de la dette est achetée par les États-Unis, ou du moins des banques, les fonds de pension, etc. Et une très grosse partie est achetée par la Réserve fédérale. Vous allez me dire comment est-ce possible que la Fed achète de la dette américaine? Ben parce que la dette n'est pas émise par la Banque centrale. La dette est, contrairement à chez nous, puisque chez nous, c'est la Banque de France enfin, c'est l'État, la Banque de France qui, pour compte de l'État, pardon, émet ces titres. Ici, c'est pas du tout le cas aux États-Unis. Je vais en parler tout de suite. Donc, à peu près 50% de cette dette, elle est achetée par des fonds de pension, par le secteur privé, et à peu près de ces 50%, il y a à peu près 30% qui sont achetés par ce qu'on appelle des entités gouvernementales américaines, particulièrement les fonds de sécurité sociale des fonctionnaires américains. Ce qui fait hurler les fonctionnaires. Pourquoi? Ben, tout simplement parce qu'aujourd'hui, évidemment, tous les gens qui reçoivent leur retraite aujourd'hui, qui deviennent des retraités, touchent nettement moins que ce qu'ils ont cotisé, tout simplement parce que ces fonds de retraite avaient acheté des obligations qui rapportaient du 0, 0,25, 1% par an. Aujourd'hui, ce sont des 4,5, 5%. Mais évidemment, ça veut dire qu'une obligation qui est vendue aujourd'hui, qui ne rapporte que du 0,1%, eh bien, son prix diminue
pour compenser la différence entre 0,1% et 4,5% d'intérêt, son prix diminue et donc ça veut dire que ces obligations ne valent plus que 40, 50, voire 60% au grand maximum de leur valeur de marché. Et donc, du coup, les pensionnés, ils touchent, ils sont déjà pris à la gorge dès le départ. Et je peux vous assurer que les retraites aux États-Unis, c'est pas du tout le même système que chez nous. Ils sont vraiment pris à la gorge. C'est pour ça qu'il y a de plus en plus de pauvres aux États-Unis aussi, comme chez nous. Voilà. Donc, ça c'est un. La deuxième chose, c'est que 25% de la totalité de la dette, donc à peu près 9 000 trilliards, 9 trilliards, pardon, 9 000 milliards, sont achetés par des pays étrangers. C'est ce qu'on appelle les réserves monétaires des pays étrangers. Qui sont ces pays? Eh bien, le premier, c'est le Japon. Le Japon détient 9 000 trilliards de dollars, mais pas seulement en obligations, mais aussi en actions sur Wall Street. J'ai parlé la fois dernière de pourquoi le Japon allait risquer de créer la prochaine crise, parce qu'ils vont devoir arrêter ce qu'on appelle le carry trade. Revenez à cette émission-là pour comprendre exactement de quoi il s'agit, parce que je l'ai expliqué en long et en large. Bon. Mais, qu'est-ce qu'il y a, machin? Ah, pardon. Donc, ça c'est la première chose. Le Japon en tête. La Chine possède encore pas mal de dollars, mais est en train de diminuer. La Chine posséderait 786 milliards de dollars encore en réserve. L'Arabie saoudite en possède énormément puisque tout ce qu'ils vendent comme pétrole aux États-Unis ou dans les pays qui payent en dollars, c'est des réserves fantastiques. Évidemment, l'Europe possède pas mal de l'Inde aussi. Et c'est ça qui crée d'ailleurs de temps en temps quelques petites remous au sein des BRICS, parce que certains pays qui ne sont plus du tout inféodés au dollar, comme la Russie, veulent en découdre avec les États-Unis, alors que d'autres qui ont de grosses réserves encore en dollars disent doucement, moi j'ai pas envie de perdre de l'argent, donc on va y aller mollo quand même. Donc c'est pour ça que dans les BRICS, il y a un certain flottement, et particulièrement lorsque il y a des pays qui rentrent et qui ont des fortes réserves en dollars, ça crée quand même des mécanismes de rééquilibrage qui doivent être discutés entre ces pays. Mais ça, c'est un aparté, bien évidemment. Et puis, les autres 25% qui manquent, c'est ce qui est le non-marketable dont j'ai parlé. Alors, c'est important de parler du Japon aussi, parce que le Japon, aujourd'hui, est obligé de relever ses taux directeurs. Donc, ça veut dire que les obligations que le Japon émet aujourd'hui sont aussi à du 4%, enfin ça va être à du 2, 2,5%, mais on sait que les Japonais sont terriblement nationalistes, et comme le Premier ministre leur a demandé de ne plus acheter américain et d'acheter japonais, il est tout à fait possible qu'une très grande partie de ces 9 000 milliards n'aille plus dans le financement de la dette américaine, mais pire encore, n'aille plus dans la bourse de Wall Street. Et donc, on va voir ce qui va se passer quand le Japon va commencer à émettre des nouveaux titres. Est-ce que ça va encore, est-ce qu'il y aura toujours le phénomène du carry trade, c'est-à-dire le phénomène des Japonais qui investissent lourdement aux États-Unis pour financer leur retraite, ou bien est-ce que les Japonais vont acheter japonais, et donc c'est toute une énorme masse de dollars qui ne viendrait plus vers les États-Unis. Et c'est pour ça que, en prévision d'un éventuel manquement du Japon, le président Trump, avec son art du deal, a conclu un accord avec Powell. Je vais en parler tout de suite. Avant cela, parlons des règles et contraintes légales au niveau de la dette. D'abord, contrairement à nos pays où quand nous votons un budget, enfin quand nos imbéciles du gouvernement votent un budget, ils disent voilà, il y a un budget de temps et du coup, s'il y a un trou, automatiquement, sous-entendu, on est autorisé à emprunter pour combler ce trou. Bon, c'est pas du tout le cas aux États-Unis, puisque aux États-Unis, le Congrès, c'est-à-dire le pouvoir législatif, définit un plafond légal à la dette publique fédérale. Et donc, ce plafond doit être relevé ou suspendu par un vote du Congrès lorsque ce plafond est atteint. C'est pour ça qu'on entend souvent ah, les fonctionnaires américains vont plus être payés. Bon, pas toujours vrai, mais depuis 1960, sachez que ce plafond donc a été modifié 78 fois
et que si le Congrès décide de ne rien faire du tout, eh bien, le gouvernement américain est obligé de recourir à des mesures extraordinaires, comme par exemple, eh bien, on ne paye plus les retraites ou on ne paye plus les fonctionnaires, et tout ça pour éviter un défaut de paiement, parce que vous comprenez bien que s'il y a un défaut de paiement particulièrement international, ça mettrait en l'air complètement la crédibilité des États-Unis, qui perdraient d'un seul coup leur statut de monnaie de réserve mondiale, puisqu'il ne faut jamais oublier qu'une monnaie de réserve est basée sur la confiance, et si la confiance n'y est plus, ça devient quand même un petit peu compliqué. Bon. Donc, il faut une autorisation qui doit être d'emprunter, qui doit être accordée par le Congrès, d'accord? Et ça, c'est vraiment important à comprendre. Et alors, le rôle de la Réserve fédérale, c'est quoi? Eh bien, la Réserve fédérale est cette banque qui peut acheter des bons du Trésor, d'accord? Et en achetant des bons du Trésor, là, ils font fonctionner la planche à billets, bien évidemment. Ça permet de financer directement ou indirectement la dette, parce que la Fed va faire quoi? Ils vont acheter des bons et en contrepartie, ils vont libérer des dollars tout frais, tout beau, tout craquant, qui viennent directement de la planche à billets, de façon à ce que les États-Unis puissent continuer à fonctionner. Mais en même temps, en créant des billets, ben ça fait monter l'inflation. Et donc, si cette inflation est mal gérée, ben ça veut dire que les taux directeurs vont monter. C'est exactement ce qui s'est passé depuis 2020. Voilà. Alors, sachez que depuis en 2025, la Fed détient, d'après les maturités, entre 18 et 20% de la dette US. C'est énorme. Ça veut dire que un cinquième de la dette américaine est gérée par une seule institution, qui est de surcroît la Banque centrale. Donc, vous comprenez bien que l'influence des taux directeurs de la Banque fédérale est évidemment prépondérant dans l'établissement des taux des obligations qui vont sortir. Puisque quand une dette est émise, ben, l'État essaye de savoir qu'est-ce que je vais devoir payer comme intérêt si j'émets une dette. Et donc, la prochaine question qu'on doit se poser, c'est comment sont fixés les taux. Eh bien, les taux sont fixés, excusez-moi, les taux sont fixés par des enchères publiques. Et donc, il y a deux types d'enchères, ce qu'on appelle des enchères compétitives, où les investisseurs indiquent le taux, donc c'est-à-dire le rendement qu'ils attendent de l'obligation, d'accord? Ils indiquent le taux qu'ils sont prêts à accepter. Évidemment, en les taux les plus bas sont évidemment acceptés en priorité, hein. Imaginons que l'Inde dise: «Ben, moi, je suis prêt à acheter des obligations américaines à 10 ans à un taux de 3%, et l'Afrique du Sud dit: «Mais non, moi, je vais les acheter à 2,5%». Bien évidemment, l'Afrique du Sud sera servie en premier pour le montant qu'ils sont prêts à libérer pour les dollars. Voilà, c'est exactement ça. Donc c'est pas plus compliqué. C'est vraiment de l'enchère publique, quoi. D'accord. Et puis vous avez aussi des enchères non compétitives. Ça, c'est une plus petite partie de l'ensemble des obligations qui sont vendues par les États-Unis, où les investisseurs acceptent un taux moyen qui a été calculé en fonction de ce qui s'est passé lors des enchères compétitives. Voilà, c'est tout. D'accord? Et donc, le taux effectif est fixé en fonction de la demande et de l'offre lors de l'enchère. Donc, on est vraiment dans cette loi de l'offre et de la demande. S'il y a beaucoup de demandes, les taux baissent, et s'il y a peu de demandes et beaucoup d'offres, ben, les taux vont monter, hein, ça, c'est évidemment. Bon. Et donc, c'est pour ça que Monsieur Donald Trump, il voudrait bien avoir les taux directeurs les plus bas, parce que il sait que 20% de la dette va être achetée par la Banque nationale, et que c'est, enfin, par la Fed, et que évidemment cette Fed va avoir une grosse influence. Donc c'est évidemment qu'il y a des facteurs qui influencent les taux, à savoir d'abord la politique monétaire de la Réserve fédérale. D'accord? Je rappelle que la Réserve fédérale, elle fixe des taux non pas pour les obligations américaines, elle fixe le taux auquel elle accorde du crédit aux banques américaines. D'accord? Donc, rappelez-vous, dans l'économie, c'est quoi? Vous avez une banque centrale, vous avez une série de banques commerciales, et vous avez toutes les entreprises et les ménages en dessous, pour créer une espèce de pyramide. Toutes ces entreprises et ménages ont besoin de sous
pour créer quelque chose, pour faire fonctionner l'économie, pour produire, demandent donc du crédit aux banques commerciales. Les banques commerciales donnent un taux de crédit à ces entreprises, à ces ménages, en fonction du taux qu'ils doivent payer à la Fed. Et donc, si la Fed demande 4,5%, il faut savoir que les banques la moyenne des banques mondiales ont besoin de 2% de plus pour financer leurs bâtiments, leur personnel, toutes leurs opérations et leur marge bénéficiaire entre 2 et 2,5%. Donc si la Fed demande du 4,5%, les banques ajoutent 2,5%, ce qui nous fait du 7% payé par les entreprises. Et 7%, c'est un taux qui véritablement est très difficile pour beaucoup d'entreprises, parce qu'il faut se dire qu'une entreprise, si elle doit payer du 7%, ça veut dire qu'elle est certaine de faire un bénéfice plus que 7%, parce que sinon elle va pas prendre un emprunt. Sinon, elle va dire, bah attends, moi si je dois payer du 7% et ma rentabilité nette est de 4,5%, ben, j'ai pas intérêt à prendre du 7% parce que je vais droit à la mort. Donc c'est comme ça que le taux directeur est quelque chose qui freine l'économie. Plus le taux est haut, plus ça freine l'économie, et plus le taux est faible, plus ça permet la croissance de l'économie. Et c'est la guéguerre entre Powell et Trump. Trump qui dit je veux des taux les plus bas possibles pour que l'économie puisse démarrer et qu'on crée du bénéfice et que ce bénéfice rapporte des impôts qui vont me payer ce dont j'ai besoin plutôt que de recourir à l'emprunt et aussi financer la baisse des impôts et tout et tout et tout. Et Powell dit non, 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 on a trop d'inflation, l'inflation est encore à du 3%, donc il faut que je maintienne mon taux directeur à du 4%. Et donc, c'est là qu'est la guéguerre, quoi. Et je vous ai déjà expliqué de nombreuses fois pourquoi le taux directeur d'une banque centrale est tellement important au niveau de la respiration de l'économie dans son ensemble. Donc, la Fed fixe des taux fédéraux qui influencent évidemment les taux à court terme, c'est-à-dire les taux des obligations moins d'un an jusqu'à 10 ans. Voilà. Et donc, une hausse des taux directeurs ben, va automatiquement provoquer une hausse du bon des intérêts payés sur les bons du Trésor. Donc, les bons du Trésor, c'est de 0 à 1 an, et aussi, par voie de conséquence, sur les notes, c'est-à-dire les titres de 1 à 10 ans. D'accord? Voilà. Bien évidemment, il y aura encore d'autres choses qui vont influencer les taux, c'est-à-dire l'anticipation de l'inflation. Si on anticipe que l'inflation va rester haute, ben, il faudra maintenir un taux plus haut pour combattre l'inflation. Je rappelle que l'inflation, c'est quoi? C'est la baisse de votre pouvoir d'achat, c'est la lente érosion de votre pouvoir d'achat et du pouvoir d'achat de votre épargne. Si depuis des mois, je suis en train de parler de mettez votre épargne dans de l'or et des pierres précieuses, c'est parce qu'aujourd'hui, l'inflation est encore beaucoup trop importante, même si la Banque centrale européenne dit c'est du 2,5%, ceci pour éviter de payer trop d'intérêts sur les titres indexés à l'inflation. Mais l'inflation réelle aujourd'hui, si vous faites un petit peu les courses, vous savez aussi bien que moi que l'inflation est du style de 6 à 8%. Donc ça veut dire qu'en 6 ans, hein, votre euro aujourd'hui, ben, il vaudra plus un clou dans 6 ans. C'est très simple. Voilà. Dans 16 ans, pardon. 6 fois 16, ça fait 100. Oui, à peu près. Voilà. D'accord? Donc, ça c'est un. Deuxième facteur, c'est évidemment la demande et l'offre sur le marché. Est-ce qu'il y a beaucoup d'entreprises, beaucoup de banques qui vont demander des obligations américaines? S'il y a beaucoup de demandes, eh ben, ça veut dire qu'il y a plus de demandes que d'offres. Automatiquement, l'offreur peut baisser les taux puisqu'il y a beaucoup de demandes. Si par contre, il y a peu de demandes et beaucoup d'offres, ce qui est le cas aux États-Unis, 9 000 milliards, c'est pas une petite offre, hein, et bien du coup, les taux vont monter. Et Trump, il espère évidemment que les taux soient les plus bas possibles. Et puis, il y a évidemment les conditions économiques, d'accord? Plus la croissance est élevée, plus les taux vont normalement monter. Pourquoi? Parce que les obligations doivent trouver des acheteurs et les acheteurs se ruent en général sur les actions plutôt que sur les obligations quand la croissance est en hausse. Et quand la croissance est en baisse, mais c'est l'inverse. Les acheteurs se ruent sur les obligations plutôt que sur les actions parce qu'ils veulent avoir la sécurité de leur capital et ne pas prendre trop de risques avec des actions qui risquent de plonger avec la baisse de la croissance. Voilà. Mais
Les 2 facteurs les plus importants, c'est d'abord la politique monétaire de la Réserve fédérale et ensuite le statut du dollar en tant que monnaie de réserve. Ça, c'est très, très, très important parce que vous vous souvenez que il y avait un ministre des Finances, je ne me souviens plus de son nom, qui avait dit sous Roosevelt, le dollar c'est notre monnaie mais c'est votre problème. Eh bien maintenant le dollar devient le problème des États-Unis. Pourquoi? Eh bien parce que le statut de monnaie de réserve est remis en cause de plus en plus, particulièrement par les BRICS. Et donc il faut comprendre que ce statut de monnaie de réserve est très important et ce statut de monnaie de réserve, il y a un indicateur très très important dont je vous ai encore jamais parlé, mais qui s'appelle l'indice du dollar, le Dollar Index, qui, tenez-vous bien, est fixé mondialement par une institution à Chicago, aux États-Unis. D'accord. Donc, le dollar index, code DXY, c'est le dollar index. Et je vais vous parler tout de suite du dollar index, et vous allez voir que ça, c'est un des facteurs les plus importants en matière de confiance dans le dollar. Voilà. Voyons l'évolution des taux euh, des, euh, des obligations américaines à 30 ans. Donc maintenant, on prend les obligations de 10 à 30 ans, et surtout celles de 30 ans. Et qu'est-ce qu'on voit? Si vous regardez bien ici en bas, vous avez 1988. Et puis, ici, tout à fait à droite, vous avez 2024, donc presque 2025. Voilà. Et qu'est-ce qu'on constate depuis 1988? Eh bien, c'est que les taux des obligations à 30 ans sont en train de baisser, 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 baisser pratiquement constamment jusqu'en l'an 2022. D'accord? Alors, vous constatez qu'en 1988, ils étaient très hauts, puisqu'on avait des taux à 9%. C'est absolument hallucinant. Mais on pouvait se payer aux États-Unis des taux à 9%. Pourquoi? Parce que l'économie faisait des progrès de 13%, et qu'en plus, la dette américaine représentait peanuts par rapport au produit intérieur brut. C'était de l'ordre de 10-15%, c'était pratiquement rien. Donc les États-Unis pouvaient emprunter à des taux absolument hallucinants. Ils avaient tout l'argent du monde pour le rembourser et même payer ses intérêts. Économiquement, ça ne présentait aucun problème. Plus on a évolué vers 2022, mais plus les taux sont mis à baisser, et particulièrement à partir de 2008, les taux ont véritablement se sont effondrés. Pourquoi? Ben, tout simplement parce que, si vous voyez ici, en 2008, hein, on est ici, 2010, les taux à 30 ans étaient de l'ordre de 3%. Voilà, 30 ans, 3%, 3,5%. Je dis bien 30 ans, hein, c'est très long, 30 ans. Ça veut dire que pendant 30 ans, les États-Unis payaient 3% sur leur dette. Mais évidemment, le nombre de milliards de dollars sur lesquels ils devaient payer du 3,5%, c'est singulièrement augmenté en 2020. Après, hein, si on revient aux chiffres, si je me souviens bien, c'était de l'ordre de 200, combien c'était 120, 120% du PIB, on devait être aux alentours de 23 000 milliards de dollars déjà. Bon. Mais ce qui est intéressant à regarder, c'est quand on tire deux lignes horizontales, enfin deux lignes sur les maximums et les minimums, on a véritablement un couloir de taux qui descendent depuis 1988 jusqu'en 2022-2023. Et tout d'un coup, les taux à 30 ans se sont remis à monter, 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 monter. Aujourd'hui, on arrive à des taux de 5%. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, imaginez que, allez, on va prendre que la moitié de la dette américaine, hein, c'est à peu près ça, est à 30 ans. Donc ça veut dire 15 000 ou 18 000 milliards. 18 000 milliards à du 5% pendant 30 ans. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du nombre de milliards, de dizaines, de centaines, de milliers de milliards que ça représente rien qu'en intérêt sur une période de 30 ans. D'accord? Et donc, qu'est-ce que ça représente? Ben, si depuis 88 jusqu'en 2022, ça fait quand même longtemps, ça fait 82, ça fait 12, 88, 12 plus 23, ça fait 35 ans. Hein, ça fait en 35 ans, le dollar, avec son statut de monnaie de réserve, a pu obtenir des taux de plus en plus favorables. Et puis maintenant, tout d'un coup, c'est reparti. Et ça implique quoi? Ben, ça dit littéralement que il commence à y avoir une profonde méfiance
dans la solidité financière des États-Unis et donc dans la solidité du dollar. Et ça, c'est un signe qui ne trompe pas. Il y a beaucoup d'analyses que j'ai lues sur ce phénomène-là, et toutes les analyses arrivent à la même conclusion que je vais vous partager maintenant. Le problème, c'est la confiance des marchés. Le problème, il est littéralement là. Il ne faut jamais oublier que quand vous recevez un crédit de la banque, ben, qu'est-ce qu'elle fait la banque? Elle examine d'abord votre capacité de remboursement. Vous pouvez acheter une voiture à crédit si vous avez euh, pas plus de pourcentage de votre salaire en emprunts déjà divers et variés, si vous gagnez au moins autant, si vous avez une maison, si vos enfants ne coûtent pas trop cher à l'université, enfin que sais-je encore, ils vont examiner et éplucher vos comptes pour savoir est-ce qu'on peut raisonnablement avoir la certitude que vous êtes en mesure de rembourser l'argent que vous empruntez sur la durée qui est convenue dans le contrat de crédit. Eh bien, c'est exactement la même chose pour un pays. Les règles ne changent pas. La confiance, c'est la confiance, et la méfiance, c'est la méfiance. Point barre. Donc, par conséquent, il y a un paradoxe là qui est en train de se faire jour, c'est que Trump pensait pouvoir influencer les taux lui-même. Il suffisait de demander à Powell de baisser les taux, mais Powell a refusé, sous prétexte qu'il fallait juguler l'inflation. J'ai beaucoup l'impression que Powell est un suppôt de l'État profond et qu'il a utilisé cet argument-là pour foutre et faire un doigt d'honneur à Trump, parce qu'il n'aime pas Trump, hein, ça c'est tout à fait clair et précis. Ce sont deux philosophies extrêmement différentes. Mais donc, Trump espérait une détente sur les taux longs pour alléger le poids de la dette fédérale et pouvoir relancer l'activité. C'est clair que si l'État et les contribuables doivent payer des milliers de milliards en intérêts, ben c'est autant d'argent qu'ils ne peuvent pas mettre dans l'économie, parce qu'il faut bien rembourser la dette pour garder sa crédibilité. Mais qu'est-ce qu'il constate, M. Trump, c'est que il a beau dire on va détendre les dollars, les taux, eh ben ça ne se décrète pas. C'est le marché qui définit. C'est que ni la Maison Blanche, ni même la Fed ne maîtrisent totalement la confiance des marchés. Et lorsque cette confiance vacille, eh bien les taux longs, les taux de 10 à 30 ans, deviennent une force à part, une force littéralement autonome qui dicte ses conditions aux politiques et non plus l'inverse. Ce qui veut dire que des taux de 5% à 30 ans indiquent réellement que le marché des taux longs détient le pouvoir et ce marché est en train de dire aux États-Unis, on se méfie de vous. D'autant plus que, et preuve encore apportée ce week-end, eh bien, une des déclarations les plus fortes que les BRICS ont faites à l'issue de leur réunion du week-end dernier, c'était de dire qu'il fallait continuer la dédollarisation et qu'on se méfiait comme de la peste du dollar utilisé comme arme de guerre, comme arme économique, comme arme de sanction, et que par conséquent, c'était plus possible de vivre sous le joug de la dictature américaine qui imposait ses lois à travers le dollar et le fait de pouvoir geler ou non des avoirs de pays, avoirs qui sont exprimés en dollars et qui sont gérés évidemment à la Banque mondiale ou au Fonds monétaire international, qui sont toutes des organisations qui sont aux États-Unis, qui travaillent sous le régime, ce qu'on appelle le système SWIFT. Il suffit de couper un petit bouton et boum, vous n'avez plus d'argent. Donc, c'est clair que le problème, il est manifestement là, et ce problème ne fait que s'accélérer. Ne fait que s'accélérer. Alors Trump, avec son art du deal, il a essayé de trouver une panade, une parade, si je puis dire comme ça. Comme ils ont 9 000 milliards de dettes à rouler, d'accord, 25% de la dette, ils se sont dit, Trump s'est dit, qu'est-ce qui se passe si les étrangers n'achètent plus la dette? Il faut que cette dette puisse être achetée, parce que si on n'arrive pas à placer ces 9 000 milliards, que personne ne veut des obligations américaines, c'en est fini des États-Unis. Ah, ça, je peux vous garantir qu'économiquement, ils sont morts du jour au lendemain.
d'accord? C'est la catastrophe absolue, ça. Bon, eh bien, il s'est dit, si les investisseurs étrangers ne sont pas prêts à acheter et si la Fed ne veut pas baisser son taux, comment est-ce que je peux faire pour éviter que les taux obligataires ne se mettent à monter de façon extraordinaire? Parce que vous imaginez bien que s'il y a une pléthore d'offres et très peu de demandes, ça veut dire que les acheteurs vont dire: «Nous, on veut bien acheter des obligations lors des enchères, mais vous devez nous donner du 12 ou du 13 ce qui est complètement impayable par les États-Unis. Donc c'est pas possible. Donc Trump veut absolument garder les taux le plus bas possible. Eh bien, il a trouvé une mesure de prudence, à savoir, il a négocié avec Powell une façon pour que ce soit les banques américaines qui achètent la dette. Et comment? Eh bien, en modifiant la loi de financement des banques américaines. Alors, la loi de financement, c'est quoi? Beh, comme dans toute comptabilité, si vous êtes, entrepreneur, vous le savez aussi bien que moi. Pour ceux qui ne le sont pas, beh, vous savez qu'une entreprise a ce qu'on appelle des fonds propres. Qu'est-ce que c'est qu'un fonds propre? Beh, c'est l'argent qui appartient nominalement à l'entreprise, plus tous les bénéfices réservés, tous les bénéfices qui n'ont pas été distribués. Ça fait un gros pot et ça s'appelle les fonds propres. Et ce fonds propre, il sert à quoi en fait? Beh, comptablement et juridiquement, il sert de matelas pour éventuellement couvrir des pertes futures. Si dans le futur on fait des mauvaises affaires et qu'on fait des pertes, ben, il faut que ces pertes puissent être financées parce que si je ne peux plus financer les pertes, ben, je suis obligé de faire faillite parce que mes créanciers ne sont pas payés. Donc les fonds propres et les réserves réservés, donc les bénéfices réservés, pardon, c'est ce qu'on appelle les fonds propres, c'est ce matelas qui sert à couvrir des pertes éventuelles. Et en ce qui concerne les banques, ben, la loi impose un certain pourcentage de fonds propres aux banques par rapport à leur ensemble de crédits qu'ils donnent à des entreprises ou à des particuliers. Et donc, je prends un exemple tout bête. Imaginons que vous avez une entreprise qui a des fonds propres de 1000, mais enfin une banque qui a un fonds propre de 1000 et qui a un encours de crédit de 20 000. Eh ben, ça veut dire que si, par exemple, 1000 de ces 20 000, c'est-à-dire des entreprises qui ont reçu pour 1000 de crédits font faillite et ne peuvent plus rembourser ces 1000, ben, il faut que ce soit ces fonds propres qui puissent faire ce matelas, qui puissent couvrir cette perte pour que la banque ne fasse pas faillite. Donc ça veut dire que la banque peut supporter des crédits qui font défaut pour 1000, c'est-à-dire 5% de 20 000. C'est à peu près dans cet ordre-là. Aujourd'hui, la demande et l'exigence de Bâle 3, donc les règles que les- la Banque de règlements internationaux et les banques se sont auto-imposées en matière de ce qu'on appelle ratio de solvabilité, c'est qu'il faut que, par rapport aux encours de crédit, les banques aient entre 16 et 20% de l'argent de leur encours sous forme de fonds propres. Eh bien, ce que Trump a négocié avec Powell, c'est de baisser ce ratio, de baisser ça. Au lieu de dire 16 à 20%, eh bien, on va baisser ça, on va en faire du 13%, par exemple. Hein. C'est juste un exemple. Je connais pas le chiffre exact, mais ça permet de diminuer ce ratio. Donc, ça veut dire que tout d'un coup, de l'argent qui est bloqué dans les fonds propres des banques devient libre pour acheter des obligations. Mais je vous rappelle qu'il y a toujours cette règle de la réserve fractionnaire, c'est-à-dire que euh, les créanciers ne font défaut que pour 5%. Donc ça veut dire que avec cette mesure que Trump a négociée avec Powell, et ça a été voté la semaine dernière par les gouverneurs de la banque, de la réserve fédérale, les banques peuvent diminuer le total de fonds propres dont ils doivent avoir en permanence pour couvrir d'éventuelles pertes. Eh bien, ils peuvent diminuer ce total, ce qui a libéré 230 milliards de dollars de fonds propres. Et avec ces 230 milliards, ils peuvent acheter 100 fois plus, enfin même 20 fois plus d'obligations, parce que les obligations américaines sont réputées de toute façon, les États-Unis va payer les obligations. Donc c'est des risques pratiquement nuls, soi-disant, bon, pour les Américains. Eh bien, ça permet
aux banques d'acheter jusqu'à 23 trilliards, donc 23 000 milliards, ça fait exactement 100 fois plus, hein, 23 000 milliards de dettes US sans nécessité de hausser le taux directeur de la Fed, donc sans nécessité de hausser le taux des obligations américaines. Ce qui veut dire que si ce n'est plus le Japon qui achèterait, ben, on espère que ce soit les banques commerciales américaines qui vont acheter et revendre ça à leurs clients. Le fond du problème n'est pas réglé parce que ça c'est juste une emplâtre sur une jambe de bois. Parce que le fond du problème c'est quoi? C'est toujours la confiance, d'accord? Et si on considère que le risque systémique des entreprises des États-Unis devient de plus en plus grand, ben ça veut dire que la méfiance augmente, l'aversion au risque augmente, d'accord? Et donc normalement, si on se rue sur des obligations quand on a euh, quand on a confiance, euh, même mieux, on se rue sur les obligations quand le risque augmente. Parce qu'on se dit, si les entreprises offrent du grand risque, ben, je préfère acheter des obligations, même si je gagne un peu moins, mais au moins mon capital est garanti. La question maintenant, c'est de savoir, oui, mais ces obligations américaines, est-ce que je peux encore leur faire confiance ou pas? Parce que c'est là qu'est les choses extraordinaires. Les taux à 10 ans et à 30 ans américains ne baissent pas, alors qu'on est dans une situation où aujourd'hui, tout le monde est bien d'accord pour dire il faut absolument augmenter le capital qu'on met en sécurité, qu'on va mettre dans de l'or ou des obligations. Il faut augmenter le pourcentage d'obligations et d'or dans notre portefeuille, même si la bourse se porte à merveille. Tout le monde sait que la bourse est complètement surévaluée. Et pourquoi est-ce qu'elle est surévaluée? Bien, tout simplement parce qu'il y a 9 000 milliards de dollars venant du Japon qui, enfin essentiellement, qui sont en train d'être investis dans les bourses américaines pour financer les retraites des Japonais qui n'ont pas de retraite financière dans leur propre pays. Donc, qu'est-ce qu'ils font, les Japonais? C'est le phénomène du carry trade, c'est que ils achètent des obligations japonaises. Avec ça, ils vont à la banque et ils disent voilà, j'ai des obligations pour allez, je dirais 100 000 euros ou 10 millions de yens. J'ai 10 millions de yens, voilà, en obligation, je vous les donne, et vous me donnez un crédit de 8 millions de yens. Donc, il faut un crédit lombard. Bon, à partir de ça, avec ces 8 millions de yens, qu'est-ce qu'ils vont? Ils vont acheter des bourses américaines, des titres aux États-Unis, ils vont acheter des obligations américaines qui leur rapportent du 4,5%, ou ils vont acheter des titres en bourse américaine qui leur rapportent du 2 ou du 3 ou des 4%. Et comme ça, sur des années et des années, ils emmagasinent les 4% de bénéfices, et ça constitue leur portefeuille de retraite. Mais évidemment, comme le Japon a décidé, maintenant ça suffit, nous allons devoir hausser les taux, eh bien, les Japonais ne voient plus du tout l'intérêt de parquer leurs yens dans des dollars américains, alors qu'ils ont le même intérêt chez eux. Donc ça veut dire qu'il y a énormément d'argent qui ne viendra plus du Japon, qui sera plus investi aux États-Unis. Donc, pour les obligations, c'est embêtant, mais Trump a trouvé la parade. Mais pour la bourse, ça risque de devenir la catastrophe. Donc, on verra ce qui va se passer dans les mois qui viennent par rapport au Japon, parce que je peux vous assurer que si tout d'un coup il y a une manne énorme qui quitte Wall Street pour retourner au Japon, eh bien, ça va faire très très mal aux bourses et c'est là qu'on va voir un plongeon. Bon. Mais donc, euh, aujourd'hui, on sait qu'il y a un risque et pourtant le taux des obligations ne fait qu'augmenter alors que normalement, quand il y a du risque, eh les gens se précipitent sur des obligations. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les obligations américaines ne jouent plus leur rôle de refuge. C'est donc une forme de défiance inédite vis-à-vis de la signature américaine elle-même, ou tout à moins vis-à-vis de la soutenabilité de sa trajectoire budgétaire, parce que c'est pour ça qu'on appelle ça le mur de la dette. Cette dette est devenue tellement gigantesque que tout le monde est en train de se poser la question, comment est-ce que cette dette va évoluer? Et surtout, si Trump continue comme il est en train de faire maintenant, la dette va continuer à augmenter à un rythme effréné et il espère, ça c'est son pari, c'est que
on va pouvoir payer cette dette à cause de l'augmentation de la croissance américaine. Mais aujourd'hui, la croissance, elle n'est pas là. Elle n'est pas comme on voudrait. Et donc, peut-être qu'elle va démarrer, mais en tout cas, pour l'instant, elle démarre en octant. Hein. C'est une voiture, ça ne va pas aussi bien que ça. Et donc, ce qui inquiète, c'est donc véritablement le risque lié au cœur même du système financier mondial. Et c'est là qu'il y a maintenant un indicateur. Je vous ai parlé de l'index du dollar. Eh bien, c'est là que l'index du dollar commence à jouer son rôle. Parce que cet index du dollar est vraiment important. Qu'est-ce que c'est que cet index du dollar? Cet index du dollar, c'est la puissance, donc la force, la valeur relative du dollar par rapport à un panier des 20 monnaies les plus importantes dans le monde. Et quand vous voyez la courbe jaune et la courbe bleue, la courbe bleue, c'est l'index du dollar et la courbe jaune, c'est les taux d'intérêt payés par les États-Unis. Ben, qu'est-ce que vous voyez? C'est que quand les taux montent, eh ben, l'indice du dollar monte aussi. Quand les taux descendent, l'indice du dollar descend aussi. Et ça, depuis juillet 23, mais si je n'ai que le graphe de juillet 23, mais si je vais depuis 1980 jusqu'à aujourd'hui, on a ça tout le temps, tout le temps, tout le temps. On a l'indice du dollar et les taux qui évoluent exactement de la même façon. Eh bien, pour la toute première fois dans l'histoire des États-Unis, ça n'est jamais arrivé. En avril 2025, on voit les taux qui montent et l'indice du dollar qui baisse. Et ça, c'est un signal extrêmement fort, mais vraiment extrêmement fort, que l'international est en train de se dire le dollar est en train de crever. On ferait mieux d'aller investir autre part que dans du dollar. Et donc, ça indique clairement que c'est le marché qui fait la loi, malheureusement pas Donald Trump. Et le marché dit, nous nous méfions du dollar comme monnaie de réserve, ce qui veut dire que la puissance du dollar risque fort de diminuer, et ce, assez rapidement, sauf si Trump réussit son pari fou, c'est-à-dire de relancer tellement l'économie américaine qu'il peut continuer à faire de la dette sans que ça n'augmente le pourcentage du PIB. Parce que c'est toujours la même chose. Si on fait de la dette, mais on a une croissance supérieure au taux de la dette, on peut faire de la dette, c'est pas un problème. Mais si la croissance est inférieure au taux de la dette, là, ça devient véritablement problématique. Et aujourd'hui, tout indique que ça ne prend pas le sens d'avoir un PIB qui va augmenter plus fort que le taux de la dette. Donc, l'indice du dollar est en train de chuter catastrophiquement. Et ce qui est très étonnant, c'est que ici, il y a un spécialiste de l'or qui s'est dit, ben tiens, je vais faire une comparaison entre le prix de l'or et l'indice du dollar. Et il constate quelque chose de très extraordinaire. Si vous voyez ce graphique-là, eh bien, vous voyez que de 88 à 2003, l'indice du dollar et l'or, enfin, c'est donc c'est le prix de l'or vis-à-vis de l'index de l'or. Donc, l'or parfois est un peu plus élevé que l'indice, un peu plus moins élevé, etc. Mais vous voyez, il y a deux lignes horizontales qui durent environ 6 ans, c'est-à-dire de 88 à 2003, on a une relative stabilité entre le prix de l'or et l'indice du dollar. Et puis tout d'un coup, en 2003, eh bien, il y a une rupture, et là, ça commence à monter, 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 et ça monte pendant 6 ans. Et en 6 ans de temps, qu'est-ce que le prix de l'or a fait? Il a quadruplé de prix. Il est devenu 4 fois plus cher qu'en 2003. Donc en 2009, l'or a été 4 fois plus cher exprimé en dollars qu'en 2003. Et puis depuis 2009, de nouveau pendant 15 ans, on a une période de relative stabilité. Donc ça monte, ça descend, etc. Mais on peut tirer une ligne horizontale pendant 6 ans. Et tout d'un coup, maintenant, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit que l'or est de nouveau en train de partir. Et donc, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que on est parti pour une hausse de 3, 4, 6 ans, exactement comme c'est maintenant? Toutes les conditions entre l'indice du dollar et l'or sont réunies pour que aujourd'hui l'or commence à surperformer le dollar et donc le prix de l'or va augmenter, augmenter, augmenter et ça en prend bien la tendance.
d'autant plus qu'il y a énormément de gens, Jim Rickards, Peter Thiel, les professeurs Stofferle, je ne sais plus comment, et Volcker en Autriche, en fait, tous les spécialistes de l'or et monétaire sont tous en train de parier que l'or va encore grimper de façon spectaculaire pendant quelques années qui vont venir. Et on parle aujourd'hui, même la JP Morgan voit l'or aujourd'hui à 6 000 $ l'once. Et je signale qu'il est à 3 300 $ aujourd'hui. 6 000 $ l'once dans l'année et demie qui vient. Beaucoup d'autres voient l'or. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, l'or est peut-être un petit peu en train de descendre et un petit peu en train de remonter. Il est dans une phase de plus ou moins grande stabilité aujourd'hui, mais ça va reprendre. Et quand est-ce que ça va reprendre? Eh ben, je vous le dis très honnêtement, si les Japonais, ce sera vraiment, le Japon détient la clé, je crois, de la crise mondiale. Si les Japonais vont continuer à injecter des liquidités aux États-Unis, ça va durer un peu plus longtemps encore comme c'est maintenant. Si les Japonais répondent présents au cri de leur Premier ministre en disant achetez japonais, n'allez plus aux États-Unis, nous allons augmenter les taux au Japon. Et si les BRICS continuent à se dédollariser, plus le fait qu'il y a 23 pays qui sont en train de demander leur adhésion, il y en a déjà 23 qui sont candidats aux BRICS et d'autres pays qui annoncent leur candidature. Aujourd'hui, vous savez que tous les pays qui demandent leur adhésion aux BRICS sont obligés de commencer à créer des stocks d'or. Donc la demande d'or institutionnelle continue à croître, et on sent bien que tout ça est en train de partir vers une nouvelle, un nouveau système monétaire qui probablement sera adossé à un panier de métaux précieux dont l'or sera évidemment la vedette. Ça, c'est tout à fait certain. Et d'autre part, pardon, et d'autre part, eh bien, on sait qu'aujourd'hui, les mines d'or sont en train de s'assécher. On sait que il faut à peu près 15 à 20 ans avant qu'une nouvelle mine puisse être mise en fonction. On sait qu'il y a un nouveau filon d'or qui a été trouvé en Chine, mais la Chine n'a jamais exporté 1 gramme d'or, donc ça restera de l'or chinois. Ce ne sera pas de l'or qui va inonder les marchés mondiaux. On sait que la Chine vient de créer à Hong Kong une nouvelle bourse de l'or qui va être très très importante et qui va concurrencer Londres et New York. Et donc, tout est en train d'indiquer que l'or va massivement monter en prix. Est-ce que ça va massivement monter d'un seul coup ou est-ce que ça va prendre un certain temps? Je ne sais pas. Mais que ça va monter, ça c'est absolument certain dans ma tête. Ça c'est absolument certain dans ma tête. Et donc, on sait que l'alternative pour Donald Trump, c'est aussi que si jamais il sent que le dollar est en train de se casser la figure, eh bien, là, on va commencer, et là, je suis extraordinairement curieux de savoir ce qui va se passer. Vous vous souvenez que monsieur Elon Musk et Trump avaient dit on va faire un audit de ce qui se trouve à Fort Knox. Cet audit n'a toujours pas eu lieu. Grosse question. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on nous cache si l'or des États-Unis existe encore réellement ou non, ou si les Rothschild sont partis avec? Je ne sais pas. Donc, il se peut aussi que Donald Trump dise coucou, j'ai volé tout l'or du Vatican et nous détenons des masses d'or absolument extraordinaires. Et donc maintenant, on va adosser notre dollar à l'or. Dans un cas comme dans l'autre, le prix de l'or va manifestement augmenter et très très fort augmenter. Et donc c'est pour ça qu'il y a énormément de gens, de gens vraiment qui sont connus dans le métier, qui sont des spécialistes de l'or, des spécialistes de la monnaie, qui nous disent qu'ils prévoient une multiplication minimum par 2 du prix de l'or dans les 2 ans à venir, voire 4, voire 6, voire 10. Et si évidemment les BRICS et les États-Unis commencent à dire on va adosser notre monnaie à l'or, alors là vous pouvez être certain que ce sera au minimum du x6 à x10 que le prix de l'or va augmenter. Donc
aujourd'hui placer son argent dans de l'or, même au prix où il est aujourd'hui, c'est vraiment à conseiller. Moi, je crois que c'est vraiment à conseiller. En tout cas, je ne m'inquiète pas du tout de la baisse momentanée du prix de l'or. C'est juste des gens qui prennent comment dire, leurs bénéfices et le fait que la bourse est repartie à la hausse complètement folle. Mais il suffira d'un une petite étincelle, le Japon qui n'investit plus dans Wall Street et tout le château de cartes va s'effondrer et le prix de l'or va remonter. Donc, je m'inquiète absolument pas de la baisse du prix de l'or aujourd'hui. Ça ne m'intéresse absolument pas. Par contre, comme le prix est un peu plus bas aujourd'hui, eh bien, c'est le moment d'en acheter si vous voulez profiter de la hausse de l'or dans le futur. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci, et c'est pour ça que je me permettis de dire au début de ma présentation pourquoi le prix de l'or et des pierres précieuses va augmenter. Si vous voulez plus d'informations, ben, vous connaissez mon mail f.ordep@pm.me. N'hésitez pas à m'écrire, n'hésitez pas à me demander des informations. Je suis là, très honnêtement, je fais ça avec beaucoup de plaisir. Et donc, je vous remercie en tout cas de votre attention et je vous fixe rendez-vous le 23 juillet à 20 heures précises. Merci à vous et bonne soirée. Je dois récupérer ma flèche. Ah, voilà.